Très bien. Bonjour à tous. On va commencer du coup. Tout d'abord, merci d'avoir bravé le fou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je crois que j'ai encore jamais vu. Donc je bosse à la communauté chez Comet. Vous étiez déjà vus ou pas Vous connaissez Comet avant? Ça marche. Du coup, je vais vous faire une rapide présentation. En fait, nous, on connecte les freelance tech data avec des clients. Et notre vision, c'est de changer profondément la manière dont bossent les freelance tech data. Et donc pour ça, en fait, on a trois objectifs principaux. Le premier, c'est d'oxygéner la vie des freelances. En fait, aux US, il y a plus de freelances que de salariés. Et en France, on a encore un peu du mal à s'adapter. Donc du coup, on veut faciliter le switch entre le salariat et le freelancing et faciliter aussi le quotidien des freelances qui sont déjà à travers des partenariats avec des banques, avec des mutuelles, des espaces de coworking, etc. Ensuite, on veut faire du travail de commodité parce qu'en fait, le marché de l'IT, c'est un marché tendu. Et l'idée, c'est que demain, on puisse vous proposer instantanément une mission à tous. Et enfin, le dernier objectif, c'est de construire et faire vivre la plus belle communauté de tech data. On avance avec les freelances, on s'adapte aussi à leurs besoins, puisqu'on a construit Comet produit. Et on veut continuer à faire ça et construire, c'est rassembler les gens. Le meilleur de la communauté, c'est aussi proposer des contenus. On a des articles qui sortent régulièrement, qui sont rédigés par la communauté. Et des événements, un événement par semaine en général. Comme celui-ci. Donc voilà. Vous êtes freelance? Merci. Du coup, en fait, ce que je voulais vous faire aujourd'hui, c'est juste un retour d'expérience perso, en fait, de scaler une équipe technique au travers d'un certain nombre d'années d'expérience en tant qu'entrepreneur. Et c'est quoi les impacts, en fait, qu'on peut voir sur la tech, sur les process. Et vraiment, c'est un deep dive dans une journée qui a duré quelques années. Et le but, c'est, si vous avez des questions, c'est vraiment de le faire au fur et à mesure, c'est vraiment d'échanger. Le but, c'est pas de vous présenter un truc d'un bloc et de vous dire bon bah voilà, c'est comme ça, etc. C'est plutôt une histoire et au travers de cette histoire, d'en tirer quelques enseignements et si vous pouvez vous y raccrocher à un moment ou à un autre, c'est l'intérêt et du coup, si vous avez des questions, c'est clairement l'objectif. Donc juste rapidement, en fait, moi j'ai monté en 2007 une boîte qui s'appelle BodyClick. On était l'un des premiers acteurs à faire du SaaS sur du digital learning. Donc on avait créé une solution de formation vraiment basée sur de la vidéo. On produisait du contenu qui dure en moyenne 5 minutes. Tout ce qui était avant la mode des MOOC, en fait on avait commencé comme ça dès 2007 sur quelque chose de très très focus B2C. Et au fur et à mesure du temps, on est passé sur un modèle très B2B, comme à peu près la plupart des acteurs qui se sont rendus compte que le B2C est très compliqué, surtout sur un marché de la formation. Et donc on a shifté au fur et à mesure des années et on a fini par en fait, se faire acheter en 2015 par Skillsoft, qui est en fait le leader mondial du secteur du learning, qui est une boîte des années 97-98, donc c'est vraiment un des premiers acteurs web en fait, qui est une boîte qui est valorisée 2-3 milliards de dollars, qui fait 700 millions de chiffre d'affaires, qui est vraiment le plus gros acteur mondial sur la partie learning, qui est une boîte américaine, mais qui avait perdu totalement sa vision produit et sa vision technologique, qui était plus qu'une boîte de sales au final, et qui a commencé à se faire attaquer par plein de petits acteurs comme nous, d'où notre achat. Et à la suite de ce rachat, moi j'ai pris en charge toutes les équipes tech dans le monde pour le groupe et sur un projet assez intéressant. Donc, je vous en parlerai avec des challenges techniques et de process qui étaient assez ouf. Et je suis parti fin 2016 et là je viens juste de remonter une boîte qui s'appelle Apizzy. On est en mode sous le radar, donc si vous googlez, vous ne trouverez rien. C'est une boîte très tech, on est dans du developer tools, en fait on veut révolutionner la logique d'intégration entre API. Donc on est en train de développer une techno pour en fait containeriser tout ça et en fait rendre réutilisables des intégrations entre les outils SaaS. Donc on en est au début, on est en train de finaliser notre première levée de fonds là et l'objectif ça va être de développer une tech qui sera dispo publiquement d'ici la fin de l'année et après d'open sourcer pas mal de choses et de créer une communauté de développeurs derrière. Un peu comme ce que Docker a pu faire avec Salomon, c'est le même type d'idée.
Du coup, sur toutes ces années, moi, à titre perso, je suis passé de gérer un développeur qui est moi, qui ne savait pas développer, à gérer à la fin, en fait, techniquement plus de 50 développeurs, et de devoir les gérer, les organiser, et au final, créer quelque chose dans un cadre et dans un environnement que j'aurais jamais pu imaginer, parce qu'à la fin, vous verrez, on a des équipes sur 4 continents avec 5 time zones, et ça devient fondamentalement très compliqué. Le métier n'a absolument aucun rapport. Surtout aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé en 2007. La technologie, les process, la façon de développer, les outils, plus rien n'a à voir avec ce qui existait à l'époque. Et je pense qu'on a une chance extraordinaire aujourd'hui, c'est quand on veut développer quelque chose, on peut le faire 10 fois plus vite que ce qu'on pouvait le faire il y a 10 ans. Parce que typiquement, si on prend un exemple très simple, vous voulez faire du paiement en ligne, en 2007, il fallait se farcir les gateways de paiement à la main. Maintenant, on se met Stripe et en une demi-journée, on a du paiement, du recurring avec de la carte bleue, on peut le faire n'importe où. Et ça, c'est vrai en fait pour tout. Et même sur les méthodologies de développement, moi je trouve que le dev en fait était quelque chose d'assez libre et chacun faisait un peu tout et n'importe quoi et c'était un peu de la bidouille sur ces années-là, on va dire. Ça a commencé à se professionnaliser. Aujourd'hui, pour moi, c'est un vrai métier extrêmement professionnel où en fait, on n'a plus cette notion du mec qui sait tout faire et qui fait tout. Vu qu'on est dans un métier qui se professionnalise, on a des spécialistes. Et aussi, c'est un élément qui est intéressant à regarder et on va voir sur la durée, mais dans les enseignements, passer de profils qui sont full stack et qui font tout. Aujourd'hui, au final, on commence à arriver beaucoup plus dans des spécialistes parce qu'en fait, ça s'est professionnalisé, c'est beaucoup plus compliqué, le cadre technologique est beaucoup plus large et c'est très très difficile d'avoir ce type de profil. Toutes les boîtes le cherchent au début parce qu'elles cherchent le mouton à 5 pattes, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de moyens, elles cherchent le mec qui est capable de tout faire. Mais en fait, ça ne scale pas de toute façon. Et aujourd'hui, vu la complexité technologique, c'est fondamentalement pas quelque chose que je recommande personnellement. Du coup, en fait, on a commencé en 2007, donc la team, c'était moi, pas très compliqué. Niveau d'expérience, globalement, zéro. Moi, je sors d'une école d'ingé et d'une école de commerce, mais bon, à part coder, surtout à l'époque, on faisait que de l'algorithme, donc faire du web, faire du dev de ce type-là, absolument aucune expérience. Donc, c'est vraiment le but, c'est apprendre. J'ai appris à coder en développant la première version de Vodéclic. Et en fait, à ce moment-là, le choix, c'est quelle techno est-ce qu'on utilise. Et je pense que c'est un choix qui est encore plus compliqué aujourd'hui. Si on part de zéro, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser. Donc soit on se dit on utilise ce qu'on connaît, mais si on connaît rien, qu'est-ce qu'on utilise. Donc en fait, on va discuter. Et typiquement, moi, c'est ce qui s'était passé. 2007, c'est l'émergence de Ruby on Rails. On se dit, ok, ça a l'air cool. On regarde un petit peu comment ça fonctionne. On comprend le truc. Et du coup, on s'est lancé dans cette techno qui nous a suivis pendant quasiment toute l'histoire de la boîte. Même si à la fin on a intégré beaucoup d'autres types de techno. Mais c'est un bon choix et je trouve que c'est un choix important, c'est de comprendre par quoi on commence et d'essayer de ne pas faire non plus de l'over-engineering, de se dire oh, on va commencer, on va faire une super infra avec des microservices comme ça peut être un peu la mode aujourd'hui. Faut aussi adapter, je trouve, sa techno et un peu l'adapter à la taille de son équipe en fait, et à qui on est, et à là où on veut aller, comment on veut y aller. Parce que fondamentalement, ce qu'on a développé à cette époque-là, on a tout réécrit au fur et à mesure des années, ce qui est logique. Et même en changeant des bouts de technologie. Mais si on avait commencé sur une stack beaucoup plus compliquée, parce que le truc il est hype, on va faire du React, et puis on va faire des microservices, et puis on va faire un back-end différent, puis là on va faire un truc en Elixir, on n'aura jamais rien sorti. À ce stade-là, quand on est au début, le seul objectif c'est de sortir quelque chose. Le sortir assez vite pour pouvoir le tester sur le marché, pour pouvoir tester s'il y a de l'appétence, et après de toute façon on sait qu'on va le réécrire. Donc, vaut mieux utiliser quelque chose qui est simple, sur lequel on se sent à peu près à l'aise, et c'est une question quand même au global importante, c'est de se dire est-ce qu'on va être capable de recruter des gens là-dessus, sur cette techno. C'est aussi tout le problème. On peut prendre un truc super exotique, des gens qui font du Erlang, mais est-ce qu'ils vont réussir à recruter? Et le recrutement, c'est quand même la clé aujourd'hui dans une start-up et sur de la tech. C'est est-ce qu'on est capable de trouver les bons profils demain? Et aussi, c'est des choix à faire. On peut prendre une super techno, super exotique, mais bon, s'il n'y a personne, ça va être compliqué. Et c'est la même chose aussi sur la communauté qu'il y a derrière. Nous, on avait fait le choix de Rails, qui était une communauté qui était encore petite à cette époque-là, mais qui était extrêmement technique et qui était très bien organisée, avec de la doc vraiment bien faite, etc. Ça a beaucoup aidé. Et en plus, on a grandi avec le langage qui a grandi avec nous. On aurait pu faire un autre choix et on aurait dû potentiellement tout refaire et même abandonner cette techno parce qu'on aurait pris un truc trop early. Donc on a fait un pari, on a eu la chance sur notre pari, je pense. Aujourd'hui, à mon avis, il y a des gens qui font des paris et ils ne font pas forcément des très bons paris. Parce que c'est pas juste parce qu'on a un kiff sur une techno que c'est la bonne techno. Ça, c'est un truc. Tu étais seul à décider?
Ouais, alors en fait sur Bodéclic on était 3 associés, mais j'étais le seul associé tech, donc effectivement j'ai décidé de tout. Très mauvaise idée. Combien de temps tu te donnes pour décider? Honnêtement, là en fait ce que je considère c'est que c'est un truc, il faut juste discuter avec des gens autour. Et discuter avec d'autres boîtes, regarder ce que d'autres boîtes font, essayer de comprendre dans quelle organisation elles sont, essayer en fait de se raccrocher à un existant qui est réel et pas juste à en fait tout seul dans sa tête se dire ah bah c'est ça, bah c'est la bonne techno, ah c'est le bon kiff, ah c'est le truc de l'avenir, ok j'y vais. Et 9 mois après en fait à force d'en discuter avec des gens on se rend compte en fait c'était juste pas le bon choix et personne ne fait ce choix là aujourd'hui. Donc il faut vraiment juste en parler. Moi typiquement sur Rails c'est un très bon pote qui m'a dit nous on a commencé à bosser là-dessus, c'est vraiment cool, regarde. Je regarde et puis tu vois, moi j'avais jamais vraiment développé de techno web ou quoi que ce soit et en fait en regardant les docs et tout, je me suis dit putain c'est clean. Enfin, moi j'aime bien ce qu'ils font, c'est propre, c'est pas le bordel, ça fonctionne. On discute un peu à droite à gauche, ça a l'air d'être un peu le truc qui monte. Je savais que je voulais pas faire du PHP, ce qui était quand même la norme à l'époque. Donc fondamentalement c'est un pari, faut être honnête. Aujourd'hui, les paris il y a plus de choix, surtout si on part sur du monde JS, où là c'est un peu, à mon sens, le bordel. Parce que voilà, on veut faire, là qui vont faire du React, d'autres qui vont faire du Vue, etc. La question c'est déjà est-ce qu'on en a besoin? Et si tu es tout seul à développer, il va falloir que tu développes du back-end, il va falloir que tu développes du front-end. Justement, tu es ce fameux développeur full stack mouton à 5 pattes qui n'existe pas, mais en fait, tu dois le devenir mécaniquement tout seul. Le plus possible, choisir une techno qui fait que ce qu'on va développer, on va réussir à le développer correctement et on ne va pas passer genre 9 mois à essayer de comprendre comment React fonctionne pour arriver à sortir quelque chose. Bah, typiquement, c'est le bon choix. Typiquement, faire du component, c'est cool, mais si on a zéro expérience, je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix. Et de faire un truc type Rails ou du Laravel ou ce que tu veux, en fait, c'est peut-être des meilleurs choix. Sachant qu'après, le but, c'est d'avoir une équipe et d'embaucher des gens qui sont meilleurs que soi. Parce que ça ne sert à rien d'embaucher des gens qui sont moins bons que toi. C'est vraiment, à mon sens, la façon de voir le truc. C'est de se dire, aujourd'hui, c'est quoi mes compétences, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce qu'il faut que je sorte, est-ce que je suis capable de sortir quelque chose assez vite. Et de toute façon, tu sais très bien que tu vas tout refaire. Et si tu ne refais pas tout, c'est soit la boîte s'est plantée, soit que tu es un génie, mais bon, c'est assez rare, à mon sens. Donc en fait, on a progressé comme ça au fur et à mesure des années. On a eu un développement très lent au début. 2009, en fait, on a eu la capacité en fait, d'aller lever un tout petit peu d'argent, ce qui nous a permis en fait, de commencer nos recrutements. Et sur la partie technique, du coup, moi j'ai recruté une première personne. C'était mon première expérience de manager quelqu'un, de recruter quelqu'un, de recruter un tech. Malheureusement, je n'ai pas fait ce que je t'ai dit, de recruter quelqu'un de meilleur que moi. Parce qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas les compétences. J'ai recruté quelqu'un qui était différent, mais qui était très junior. Et là, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on travaille tout seul, bon, on fait son truc dans son coin et on le fait forcément probablement pas très bien si on n'a pas beaucoup d'expérience, mais on le fait et on apprend, et ça c'est cool. Mais quand on onboard quelqu'un d'autre, en fait, ça change totalement la façon de travailler. Et pour nous, ça a tout changé. Et pour moi, c'était le début de la confrontation de se dire « Ah ouais, non, en fait, développer seul et développer à deux, déjà, ça n'a aucun rapport. » Donc tu vois, par exemple, des trucs ridicules, mais faire du vrai code versionning propre, bah, c'est con, hein, mais ça ne marche pas si tu ne le fais pas. Pareil sur les problématiques de déploiement. Comment est-ce que tu déployer un peu à la main, un peu à l'arrache et tout, c'est cool, sauf que ça marche, ça scale pas. Et à deux, ça commence déjà à pas beaucoup scaler. Et en plus, tu pètes tout. Et la boîte commence à devenir un peu plus grosse, tu commences à avoir des clients, donc ça devient un peu compliqué de faire ce genre de choses. Tu fais ton déploiement à l'arrache à 2h du mat, c'est difficile de demander à quelqu'un d'être dispo à 2h du mat aussi. À chaque fois. Puis toi, t'en as un peu marre aussi d'être dispo à 2h du mat pour faire un déploiement. À l'époque, malheureusement, on n'avait pas les passes à l'aérocoût, etc., qui font qu'aujourd'hui, toutes ces problématiques, à mon sens, il faut les évacuer tout de suite. Et c'est encore pareil, c'est cette logique d'over-engineering. Aujourd'hui, le premier truc que je fais, si je démarre un projet, moi, je set up mon aérocoût et c'est terminé. J'ai un pipeline qui est propre, c'est plugué directement sur mes branches de mon Git. Je sais que le déploiement il est automatique, qu'il ne pète pas, qu'il est propre de base. Et ça a une valeur de dingue. Tu passes pas de temps à faire quelque chose de propre parce qu'en fait, tu suis un canevas. Il y en a qui vont effectivement se dire « Ah, mais ça pourrait être mieux si on pouvait faire des Docker containers et puis on les met dans un Kubernetes, managé même par Google. » Ouais, c'est bien, mais c'est de l'over-engineering. Ça sert probablement à rien à ce stade-là.
Et ça, c'est des choix où à l'époque, nous, tu vois, typiquement, il n'y a même pas AWS quand on a commencé. Donc en fait, on fait quoi? On va prendre notre propre serveur chez OVH, on se démerde pour faire des installs à peu près propres, pour pouvoir les répliquer potentiellement, mais c'est difficilement réplicable, donc en fait on n'a pas vraiment de serveur de staging, on n'a pas de serveur de dev qui réplique vraiment la prod. Après on a toutes les problématiques de gestion de base de données et de master-slave à gérer, donc typiquement à cette époque-là on a pété nos serveurs une fois, on était done, on a grillé tout notre aide, et on a été done pendant quelque chose comme genre 24 heures, donc le truc insupportable, en plein milieu d'un salon. Sur lequel on focalisait ce qu'on faisait. Donc c'était absolument l'enfer. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, bon, il va falloir passer une étape. Comment est-ce qu'on passe cette étape-là? Nous, on a bossé avec un infogéreur à l'époque, je ne sais pas si vous connaissiez Typhon, qui s'est transformé en un Claranet, qui s'est racheté par un Claranet. On a commencé à bosser avec ces mecs-là. On s'est dit, on a besoin de pros pour gérer notre infra. Nous, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, on n'a pas les compétences. Donc, on a besoin de mecs qu'on va payer pour pouvoir gérer cette infra. Aujourd'hui, soit tu dis j'embauche un DevOps, soit en fait mon DevOps c'est Heroku. Et c'est très bien. Et ça c'est vachement important. Mais voilà, c'est ce début de se dire j'étais tout seul, je faisais mes trucs à ma sauce, maintenant j'ai quelqu'un d'autre qui arrive, il a ses façons de faire, ma façon de faire tout seul ne marche pas à deux. Et donc ne marchera pas à 10, ni à 3 en fait. Et il faut commencer à regarder quelles sont les méthodologies, et là commencer à googler vraiment de la méthodologie, de process. Et là en fait on apprend. Enfin moi je suis parti de niveau 0 et j'ai tout appris. Il faut être assez humble sur le truc, à se dire de toute façon ce qu'on fait, probablement on le fait mal, et juste discutons avec les gens et essayons. Et on a essayé plein de trucs et on s'est planté plein de fois. Ça, c'est la vie. On a pas mal avancé et au final en 2012 on avait une équipe tech de 5 personnes. Donc là on a commencé à vraiment avoir une équipe conséquente avec des gens beaucoup plus seniors. On a commencé à avoir la capacité de recruter des gens qui avaient entre 2 et 5 ans d'expérience, qui étaient des développeurs Rails à cette époque. Et là notre problématique c'est la boîte au global grossier. Nos équipes de vente vendent, ce qui est bien. Elles ont commencé à avoir besoin de roadmap. Elles commencé à avoir une équipe produit et du coup là c'est le point de friction où ce qu'on faisait à 2 ou à 3 ou à 4 un peu à l'arrache, ça marche plus. Parce qu'en fait ça pète dans tous les sens et ouais mais tel client il a demandé ça, on lui a promis, ouais, mais on n'est pas dans les timings sur la roadmap, mais au final on fait quoi le mois prochain, ah mais en fait on a changé d'avis, et là c'est un peu le problème organisationnel. Et du coup nous on est parti à cette époque-là, l'agile était pas mal en vogue et chacun fait de l'agile à sa sauce, ça c'est normal. C'est bien de regarder comment fonctionne le framework au global, un Scrum ou un Kanban, mais après c'est de l'adapter à son organisation. Nous on n'a jamais arrêté de l'adapter, on a continué à faire de l'agile à partir de ce moment-là jusqu'à la fin, mais en l'adaptant à chaque fois. On a fini sur le modèle de Spotify, je reparlerai après parce que c'est vachement intéressant ce qu'ils font et ce que ça apprend. Mais c'est quelque chose, il faut l'adapter, il faut l'adapter avec son équipe. On a commencé à mettre en place toutes les notions de code review, qui était difficile honnêtement à rendre obligatoire parce qu'au final on est quand même à un stade où il faut quand même shipper beaucoup et on essaie de shipper plus propre mais ça reste somme toute assez difficile parce qu'il faut quand même encore beaucoup shipper parce que le produit a besoin d'avoir une vélocité importante pour pouvoir le vendre et on commence à avoir cette problématique de roadmap de se dire bon qu'est-ce qu'on va faire le quarter prochain. Donc, on commence à faire des roadmaps par quarter assez high level. De ne pas être dans la micro roadmap, de dire qu'est-ce qu'on fait dans 2 semaines, dans 3 semaines de façon précise. Mais on a quand même besoin d'avoir cette logique-là. Et en parallèle, on commence à subir le passé. Parce qu'on a commencé en 2007, on a du code qui commence à dater. Et en fait, on commence à avoir de la dette technique. Et on commence à avoir une dette technique somme toute importante. À cause du temps et à cause du niveau de compétences de moi, surtout inclus, plus des premières personnes qui datent et dont on se traîne. Donc on est aussi obligé de commencer à vendre en interne le fait de refaire des choses qui existent déjà et qui fonctionnent. Mais qui ne fonctionnent pas très bien, qui commencent à péter, sur lesquelles il n'y a pas de test coverage. Et c'est à ce moment-là on se dit, bon, la test coverage, c'est peut-être un truc qu'il faudra peut-être un peu professionnaliser aussi cette partie-là. Donc tous les nouveaux devs, on veut à minima un certain niveau de test coverage. C'est comme la code review, ça reste pas évident à mettre en place et à systématiser quand on n'est que 5 et qu'on a beaucoup de choses à shipper. Mais c'est les premières briques en fait. C'est comme sur le modèle agile, voilà, on met les premières briques, on fait des stand-up,
On gère tout notre project management avec un Redmine, je ne sais pas si vous connaissez. C'était le truc assez utilisé à l'époque, avant les Trello ou ce que GitHub maintenant permet de faire directement avec les issues, etc. On gérait ça dans un Redmine, on essayait d'avoir une communication globale entre les équipes produits, entre les équipes sales, entre les équipes tech pour savoir à peu près où on en était, d'avoir un bug tracking aussi, parce que forcément on se tape de plus en plus de bugs, parce qu'en plus on a de plus en plus de dettes. Et on est obligé de faire un mix on fait de la nouvelle feature, mais aussi en faisant de la nouvelle feature, quand on fait la V2 d'une feature existante, en fait on repart de zéro. Et ça, on le dit sans le dire, parce que c'est toujours compliqué. Et il y a un certain nombre de personnes qui commencent à avoir du mal à comprendre, mais pourquoi ça met autant de temps aujourd'hui de développer ça, alors qu'il y a 2 ans, c'était vachement rapide, tu t'arrivais à développer ça en 2 semaines. Ben oui, mais sauf qu'avant, on développait ça en 2 semaines à l'arrache. Maintenant, s'il faut faire de la code review, il faut faire des tests, il faut valider que le truc il tienne la charge, il faut le shipper correctement, bah, ça prend beaucoup plus de temps. Et ça, le problème de mal éduquer une équipe en interne, sales, produits, etc., ils ont été mal éduqués, parce qu'en fait, on les a mal éduqués. On leur a dit non, mais tout est facile, on peut tout faire et on peut tout faire vite fait. Et donc, on les a très très mal éduqués. Donc, le jour où on commence à leur dire non, mais en fait, on travaille différemment maintenant, bah, en fait, ils ne comprennent pas. Donc là, il faut les rééduquer, et ça prend un peu de temps, et ça génère des frictions assez importantes dans les équipes. Et mon conseil, ce serait de mieux les éduquer dès le départ. Parce que somme toute, c'est assez logique, à un moment, ils se posent la question, tu as beaucoup plus de moyens, tu as une équipe beaucoup plus grosse, et tu ships moins de choses. Je ne comprends pas. Qui est un phénomène assez normal. Et en plus, ils reviennent vers toi et te disent, attends, mais là, on a plein de clients, là, on a des bugs là-dessus, on a des bugs là-dessus, ça commence à devenir le bordel, qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est là où il faut faire un petit step back et juste se reposer la question de on va remettre les bases correctement au propre, on va commencer à mettre en place des process. Les process, c'est pas un truc de mal, les process, c'est génial. Et les développeurs, ils devraient comprendre à quoi sert un process. Donc en fait, le job d'un manager ou d'un CTO, c'est d'expliquer aux développeurs pourquoi on a un process. Et un process, c'est typiquement quand tu fais de l'agile, moi ce que j'ai trouvé, c'est une grosse réticence en fait à des devs à leur dire voilà, ça c'est l'ensemble des issues qu'on va faire sur ce sprint-là. Combien de temps est-ce qu'on imagine y passer? Donc en fait, on fait un système de points et on se dit, voilà, on s'engage à faire ces 5 cartes-là. Et ça, juste faire ça, quand ils n'ont jamais eu l'habitude de le faire, ils ont l'impression qu'ils sont fliqués. Et, alors que c'est tout l'inverse. C'est comment est-ce qu'eux peuvent être sereins et sur leur timing de 2 semaines, c'est eux qui s'engagent à dire c'est ce qu'ils font, et c'est à eux du coup d'être sereins et de pas d'arriver à la fin et de tout comprimer au possible pour pouvoir faire le maximum de cartes parce qu'ils ne se sont pas engagés ou alors ils se sont dit ouais non mais on va faire tout ça et en fait ils ne sont pas capables de le faire. Donc c'est une sorte de responsabilisation et c'est un process et c'est de la communication derrière parce que c'est communiquer à quand est-ce qu'on va shipper, quand est-ce que l'équipe produit, demain elle va sur la feature d'après, elle doit être prête pour nous filer les UX, etc. Et c'est la base d'un process. Mais un développeur qui ne l'a jamais fait, le premier truc auquel il pense, c'est putain, je suis fliqué et c'est tout. Alors qu'en fait, c'est que pour lui qu'on fait ça, c'est pour qu'il soit beaucoup plus serein et pour pas qu'il se dise on arrive au vendredi à la fin du sprint et putain, il faut vite que je finisse mes cartes parce que ça va pas et au final, il fait du code de merde, ça pète et après il le paye ou alors il finit à pas d'heure et ainsi de suite. Et ça, c'est un truc auquel moi, ça m'a toujours sidéré, c'est cette non. Enfin, ce rapport immédiat à on a un process, il faut que tu t'engages sur des trucs ou step back, on a peur. Ce qui est dommage. Donc il faut faire de l'éducation auprès de l'équipe en interne et d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça et que c'est juste pour eux. Et qu'ils disent que dans ton sprint, on en fait 6 ou on en fait 5, moi je leur dis, moi je m'en fous. Enfin, c'est vous qui me dites. Si vous tournez les pouces, de toute façon, vous n'êtes pas là pour vous tourner les pouces. Et de toute façon, si j'embauche des gens intelligents et qui sont passionnés par ce qu'ils font, ils ne vont pas se tourner les pouces. Donc, de toute façon, ils ont juste envie de faire du bon boulot. Donc, je vous mets dans des conditions pour faire du bon boulot. À vous de me dire qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre-là. Peut-être que vous allez en faire moins, peut-être que vous allez en faire plus. On s'adaptera sur le prochain et ainsi de suite. C'est tout l'intérêt de cette notion d'agile. Après, on a continué à grossir et on a commencé à avoir une équipe, voilà, 7 personnes. On a commencé à remonter notre niveau de compétence. On a commencé à pouvoir embaucher des gens globalement seniors, des vrais seniors. Et là, en fait, on s'est posé une question fondamentale, c'est de qui est le full stack développeur, notre fameux mouton à 5 pattes qui était génial, qui était beaucoup plus facile, je pense, en 2012-2013
qu'aujourd'hui ça ne l'est, tellement le nombre de langages et la professionnalisation du métier est arrivé. Mais nous, on avait vraiment des développeurs full stack, donc sur toute la stack Rails, qui faisaient la partie back-end, la partie front-end, et ainsi de suite. Et en fait, le problème, c'est qu'en arrivant à 7 personnes, déjà, on a une contrainte, c'est bon, faut réussir à recruter. Il faut recruter des personnes qui sont seniors. Les personnes qui sont seniors, elles n'ont pas forcément envie de tout faire. Il y a des trucs qu'elles ne veulent pas faire. Et puis au fur et à mesure du temps aussi, forcément, elles ont tout essayé. Elles se disent, ouais, mais moi je préfère le back-end. Moi je préfère le front-end au final. C'est plus ça mon kiff dans la vie, etc. Et du coup, c'est très très dur d'essayer de recruter des seniors full stack. Je trouvais que c'était vraiment pas simple. Et somme toute, c'est pas très efficient parce que qui peut être senior et très très bon sur tout? Forcément, a priori, c'est compliqué. Le seul problème en faisant ça, donc on a commencé à recruter un DevOps aussi en parallèle, donc quelqu'un vraiment de très spécialisé, des back-end seniors, mais on a dû gérer notre historique de notre équipe passée, qui elle était une équipe qui a l'habitude de tout faire et qui fait tout. Et là, il y a une sorte de dissension où ceux qui sont là depuis le début, qui ont l'habitude de tout faire, à un moment de leur dire, il va falloir entre guillemets que tu choisisses. Tu ne peux plus continuer à tout faire parce que dans l'organisation globale, ça devient trop compliqué. Et là, il y a vraiment un frein forcément pour ces personnes-là, parce qu'elles ne comprennent pas que la boîte change, la boîte grossit, et du coup, leur job aussi doit changer. Et ça, c'est très difficile. Et ça, pour le coup, c'était beaucoup plus difficile que ce que j'aurais pu imaginer à la base. Et il y a des gens pour lesquels, fondamentalement, ça ne convient pas, et on a des gens qui sont partis, et forcément, on les a remplacés. Et ça, c'est la vie d'une boîte. Il faut pas. Et les personnes qui sont bien au début, ce n'est pas forcément les personnes qui sont bien à la fin, et elles sont plus bien dans ce cadre-là, elles n'aiment pas ce changement-là. Le développeur d'ailleurs n'est pas forcément quelqu'un de super fan du changement. C'est différents profils, mais il y a des profils comme je pense dans tous les métiers où plutôt réfractaires au changement d'une façon ou d'une autre. On est bien dans son confort et on n'aime pas trop qu'on perturbe son confort. Et là, fondamentalement, une boîte qui grossit, c'est une boîte qui perturbe ton confort. Donc il faut s'adapter, il faut changer. Et très clairement, là, nous, on est arrivé aux limites de se dire les premières personnes qu'on a recrutées, ça ne leur convient plus et on n'arrive pas à les emmener là où il faut que la boîte aille. Et c'est quelque chose d'assez triste fondamentalement parce qu'on se dit que c'est des gens qui nous ont accompagnés tout le long et on n'arrive plus à trouver un positionnement pour elles et elles ne se reconnaissent plus dans la boîte. Il faut juste faire son deuil et c'est la vie. On n'a pas trop le choix et du coup il faut laisser partir les gens qui veulent partir à ce moment-là et les remplacer par ce que la boîte est aujourd'hui, ce que la boîte va devenir demain. Et à ce moment-là, on a vraiment killé le full stack. Et on avait des équipes, on avait un DevOps, on avait des équipes front, des équipes back. On a commencé à avoir une équipe pluridisciplinaire avec une taille de 7-8 personnes. On a vraiment une équipe qui est capable de tout faire sur toute la chaîne et qui est très compétente à chaque niveau. Et à ce moment-là, on a vraiment réécrit beaucoup de choses de notre appli passée. C'est aussi l'avantage d'avoir des personnes beaucoup plus seniors. Typiquement, il y avait des choses qui ne scalaient plus du tout dans nos reporting. Donc on a foutu du Elasticsearch de partout. On a réécrit, je pense, peut-être la moitié de notre appli. On a pris genre 4-5 mois pour réécrire la moitié de notre appli. On a explosé notre appli en plusieurs parties, aussi en parallèle. C'est le problème d'avoir une appli, un monolithe. C'est ce que Rails fait, on a un super monolithe. Mais le problème du monolithe, c'est que tout le monde touche au monolithe en même temps, tout le monde déploie le même monolithe. Il faut être sacrément bien organisé pour pas que tout le monde pète les trucs de tout le monde. Et en fait, notre application fondamentalement avait la nécessité d'être 2 ou 3 applis différentes. Et en fait, on a commencé à casser notre monolithe en faisant 2-3 moyens monolithes, on va dire. Et ce qui a permis en plus de donner de l'autonomie à certaines de ces personnes et certaines de ces équipes et de pouvoir faire avancer des projets en parallèle sans qu'ils soient en contrainte. Et surtout, vu qu'on fait des changements structurels au niveau de base de données, etc., on ne veut pas passer notre temps à merger du code et à gérer des conflits de merge. Et ça, pour le coup, c'était un très très gros challenge de notre côté. Et encore une fois, il a fallu le vendre en interne. Les gars, on fait quasiment plus rien pendant 4 mois parce qu'en fait, on réécrit une partie du truc et on pète l'application. Mais ça sert à quoi? Globalement, vous n'allez rien voir, mais ça va juste nous permettre de pouvoir aller plus loin demain. Donc, c'est de l'investissement. Et ça, faut vraiment, c'est le job du CTO, c'est d'expliquer en interne et d'expliquer aux autres founders, etc. C'est que là, on est dans une phase d'investissement et on fait ça, on a besoin de faire ça. Si on ne fait pas ça, en fait, on tire sur la corde elle va péter demain et demain, quand on va vouloir accélérer, on ne pourra juste pas accélérer. Donc il faut bien le vendre, il faut essayer quand même de garder en parallèle un peu de temps pour pouvoir faire quelques features produits, parce que d'un point de vue extérieur, il faut quand même montrer que ça évolue.
mais il faut faire les quick wins en fait. À ce moment-là, on fait les quick wins et le gros du taf de réécriture, on a du temps pour le faire. 2015, juste au moment, en fait, on s'est fait racheter à ce moment-là. Au moment où on s'est fait racheter, on avait une équipe tech d'une douzaine de personnes. Alors, une équipe tech d'une douzaine de personnes, c'est top, mais ça, en fait, ça devient quand même un peu gros pour avoir juste une équipe. Et là, le problème, c'est que les gens commencent à se marcher sur les pieds. Parce qu'ils bossent sur à peu près le même produit au global, même s'il est découpé maintenant grâce à 2-3 monolithes. Mais ils finissent tous par quand même se marcher sur les pieds, parce que l'équipe est trop grosse. Sachant qu'en parallèle, on scale une équipe produit, donc ça veut dire qu'on a une équipe produit avec product manager, des UX designers, des UI designers, etc. Donc on a une équipe assez importante qui bosse fondamentalement tout ensemble. On fait les sprint planning ensemble, on fait les rétrospectives ensemble, etc. Et ça devient trop gros et en fait, il faut l'éclater. À ce moment-là, on se dit, mais il faut absolument éclater cette équipe en 2 équipes. Et en fait, on le fera juste après. Et on ne l'a pas fait tout de suite. Et il y a pas mal d'études sur justement la taille idéale d'une équipe. Et en fait, la taille idéale d'une équipe, d'expérience, et ça corrèle à peu près à ces études, c'est 8 personnes. Une équipe tech à 8 personnes, c'est super, on a à peu près toutes les compétences. Ça reste fluide. Dès qu'on dépasse ce nombre, ça commence à devenir le bordel. Et pour nous, en fait, on a commencé à spin-up un nouveau produit à ce moment-là. Et du coup, on avait créé une équipe on the side sur la fin qui crée ce nouveau produit from scratch. Ce qui nous permet d'avoir, on avait 2 personnes qui étaient dédiées à ça, mais dans tous les cas, d'avoir 10 personnes sur le produit principal, ça devenait fondamentalement trop. Et en fait, au moment où on a voulu les casser, en fait, on a complètement changé de dimension. Parce qu'en fait, moi, quand on a été racheté, très rapidement, je me suis occupé de toutes les équipes dans le monde. En fait, on avait 150 ingés. Et en fait, j'ai récupéré les 150 ingés, mais on en a gardé une centaine qui bossaient juste sur le produit historique du groupe. On ne voulait pas trop toucher ce qu'ils faisaient. C'était un peu nucléaire, leur truc. Donc, ils étaient un peu isolés dans un coin. Faire en sorte juste que ça tienne, sachant qu'ils géraient comme un produit qui fait 600 millions de dollars de chiffre d'affaires, donc il ne fallait pas trop tout péter. C'était quand même un peu le risque. Mais en parallèle, on a pris une décision au niveau du board, c'était de réécrire from scratch tout l'existant du groupe, du produit. Sachant que le produit est déployé dans 60% du Fortune 500 monde. Les clients, c'est les impôts américains, l'armée américaine, c'est des clients avec des volumes très très conséquents. Mais parce qu'en fait, c'était un château de cartes qu'ils avaient créé au fur et à mesure des années, qui était un produit de base, qu'ils ont juste incrémentalement, ils ont empilé des couches, sans jamais se reposer la question, mais notre produit, il sert à quoi, il fait quoi? Et technologiquement parlant, en ayant probablement une dizaine d'années de retard à chaque fois, ils ont raté plusieurs virages. Ils ont rajouté ces couches et au final, tout allait s'effondrer. On s'est posé la question, est-ce qu'on peut enlever des éléments de ce château de cartes, les reconstruire au fur et à mesure et faire un truc un peu smart sans tout péter? On aurait pu faire ça, mais il fallait le faire il y a des années et c'était beaucoup trop tard pour le faire. Donc on a pris la décision et la décision a été prise par le board de nous confier le projet et moi c'était ma responsabilité en fait de repartir from scratch, de recréer juste un nouveau produit et d'avoir carte blanche sur globalement comment le faire. Donc là, on a pris alors on avait carte blanche sauf son timing. C'est un truc un peu rigolo. On avait 18 mois pour sortir la première version, donc ce qui est globalement un peu challenging. Moi, j'ai récupéré 50 personnes. Donc en fait, on a récupéré dans le monde, on avait deux bureaux et demi aux US, dans 2 endroits différents. Un bureau à Paris avec mes anciennes équipes, du coup, Déclic, on a tout ramené, on a tué notre produit à nous. Pour récupérer toutes les équipes. En fait, le produit, on a arrêté de bosser dessus. On avait des équipes en Irlande et des équipes en Inde. Donc on avait 3 continents, 4 ou 5 time zones et des équipes donc, en fait, réparties à chaque fois là-dedans. Le budget du projet, c'était genre 6 ou 7 millions de dollars, quelque chose comme ça. Et on avait en plus des contractors qu'on allait récupérer. Donc je ne sais pas si vous connaissez les Thoughtbot ou les Boku, qui sont des contractors extrêmement connus aux US. C'est des mecs qui coûtent 10 000 $ la semaine. Par personne. Et on peut se dire, ouais, les mecs sont super bons, c'est top, etc. Bon, c'est une autre question, mais si ça vous intéresse d'avoir mon avis là-dessus, je vous le donnerai. Et en fait, donc avec une équipe de cette taille-là, on est reparti, toutes les équipes historiques qu'on avait du groupe. Moi, je suis allé voir un peu ce qu'ils faisaient, et on se pose la question, on se dit, mais comment est-ce que vous bossez, les gars? Et en fait, ils ne savaient pas travailler. Ils travaillaient comme on travaillait encore en 2007.
Et donc du coup là le but c'est d'aller identifier les meilleures personnes. C'est pour ça dans les 150 en fait on en a récupéré 50 et on a pris vraiment les meilleurs. Du jour au lendemain on est allé jusqu'à prendre leur ordinateur, le foutre à la poubelle et leur donner un nouvel ordi. Ça c'est les nouveaux outils, donc ça tu vois ça c'est Slack, ça c'est Atlassian etc. Enfin, on leur a donné vraiment toute une nouvelle organisation, une nouvelle façon de faire. Et le problème c'est qu'ils avaient tous des compétences techniques différentes. Donc fondamentalement, on avait deux compétences très clivantes. On avait des javaïstes et des rubyistes. Et ça, on ne pouvait pas dire au javaïste va faire du Ruby et au rubyiste va faire du Java, sinon on n'avait plus d'équipe. C'est trop conflictuel entre eux. D'un point de vue front-end, pour le coup, c'était un peu plus simple. On avait des mecs qui ont fait du Angular, on avait des mecs qui font du React, mais globalement, c'est le même langage, donc ils peuvent s'adapter, on peut faire un choix. Le fait d'avoir en fait 5 localisations différentes, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va réussir à faire ce projet avec donc, des équipes qui ne parlent pas la même langue de langage quotidien. On a des Indiens, on a des Français, on a des Américains, etc. Qui ne parlent pas la même langue technique, qui n'ont pas le même niveau d'expérience, qui n'ont pas le même passé, qui n'ont pas le même état d'esprit. Donc, somme toute, assez compliqué. Donc, on a créé une architecture du produit. C'est un produit globalement assez compliqué. On a créé une architecture du produit où, en fait, le produit c'était un puzzle et chaque brique du puzzle était une équipe. Et l'objectif, et on a pris vraiment le modèle de Spotify de squad, c'est de se dire chaque localisation est une ou deux squads, suivant le nombre de personnes qu'il y a. Chaque squad est autonome, chaque squad a globalement toutes les compétences requises, front-end, back-end, UI, PM, SM, DevOps, etc. Ils sont totalement autonomes, c'est comme c'est des mini-startups à chaque fois. Et ils ont une brique du puzzle. Combien de temps ça date? Parce que là, il y a la partie dev, ça c'est… On avait 18 mois pour tout faire, le dev plus ça. L'organisation, c'est-à-dire dès zéro jusqu'à penser la structuration, jusqu'à on commence à vraiment développer. On a fait beaucoup de choses en parallèle. On a commencé juin… Au final, réellement, de bout en bout, du moment de cette du début de la réflexion, à se dire putain, il faut tout péter, et avec qui on va le faire, jusqu'à la délivrance de la V1, il s'est passé 2 ans. Il s'est passé 24 mois, mais du moment où on a donné vraiment le go et on a eu les budgets et on a avancé, il s'est passé vraiment 18 mois à ce moment-là. Mais ça a été, ça a été un peu, c'était rapide et long à la fois, entre guillemets, la phase organisationnelle et les choix à faire. Après, on a appris en faisant, et on a évolué un peu, mais on a gardé vraiment l'architecture. Alors, ce qui était intéressant, c'est que l'architecture du produit, moi, elle était dans ma tête parce que c'était globalement l'architecture de ce qu'on faisait nous, à une version juste, à une échelle, à une dimension énorme. Et l'architecture était assez évidente, à mon sens, qu'il y avait derrière, et elle s'adaptait bien justement avec ce concept de différentes équipes. Le seul problème, c'est que d'avoir toutes ces équipes réparties qui ont leur propre langage, etc. Donc on avait une stack à la fin, on avait des gens qui faisaient du Elixir sur certains microservices, des gens qui faisaient du Ruby, des gens qui faisaient du Java, des gens qui faisaient du Node. On avait globalement, juste d'un point de vue back-end, on avait 4 technos principales. Alors, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est acceptable? On sait très bien qu'il y a des choses qu'on allait builder, qui allaient se faire re-rebuilder dans les années à venir. Ça, c'est logique. C'est tout un jeu d'équilibrisme et de choix. On peut pas, à ce moment-là, si on se dit non mais tout le monde doit faire la même chose, on ne sort jamais rien. Donc ça, c'est pas possible. En parallèle, on a recruté des nouvelles personnes. Donc en parallèle, on recrutait en plus derrière. Et ouais, on s'est dit, c'est acceptable. On vit dans un monde où, somme toute, il faut être polyglotte et d'un point de vue technique, aujourd'hui, de gérer des environnements hétérogènes, on a les technos pour, mais c'était justement l'un des enjeux. Comment est-ce qu'on va faire pour hoster tout ce bordel? Donc en fait, le hosting, c'est juste des conteneurs. C'est que de la conteneurisation et c'est que de l'orchestration sur du Kubernetes. Donc on a fait le pari Kubernetes en début 2016. Donc on a fait le bon pari pour le coup. Et encore une fois, on a discuté avec pas mal de monde. Enfin, on a rencontré des gens chez IBM, etc., chez Red Hat. On a discuté avec beaucoup de monde pour faire ce pari-là. On a quand même fait ce pari-là. Parce que derrière, on avait une équipe d'hosting. Les équipes de dev ne géraient pas la prod. Et en fait, historiquement, dans ce groupe, les équipes de hosting, les équipes de dev disent « Tiens, ça c'est mon code, démerde-toi ». Et les équipes de dev n'ont jamais de vision de ce qui se passe en prod ou même de comment c'est déployé. Et inversement, les équipes de hosting ne savent même pas comment c'est codé.
Donc un truc qui marche, enfin c'est marcher sur la tête de faire ça en 2016 ou en 2017. Donc moi ce que je voulais, c'est que les équipes de dev aient le plus d'autonomie possible et aillent le plus près de la production, même si ce n'est pas elles qui touchent la production. Mais il ne fallait pas que le hosting nous donne des contraintes de comment est-ce qu'on allait faire du développement. Ça, c'était juste pas possible. Donc on a mis en place tous ces clusters Kubernetes, sachant qu'on faisait du private cloud, on avait des infrastructures de private cloud en interne, on avait des centaines de serveurs pour ça. Et moi, j'aurais bien voulu faire du public cloud, mais bon, vu qu'on dépensait 50 millions de dollars par an pour notre infrastructure, c'était pas acceptable de ne pas l'utiliser. Ça, on a dû faire de la politique en interne, mais ce n'était pas acceptable. Sauf que je sais très bien que le futur, c'était d'aller faire du public cloud et de fermer nos private cloud en interne. Donc, on choisit une techno qui permet de runner le côté hétérogène de notre code base, mais aussi qui permet de runner sur une infrastructure qui est hétérogène et qui permet de faire du private cloud, du public cloud. Comme ça, on est tranquille. Donc, on fait les choix techno qui permettent d'avoir cette flexibilité de demain. Et après, donc en fait, toutes les équipes ont buildé leur pièce du puzzle. Et en fait, dans le modèle Spotify, donc chaque squad a toutes ses compétences, mais dans le modèle Spotify, en fait, chaque métier, DevOps, front-end, back-end, en fait, a ce qu'on appelle un lead qui est cross squad, qui est à un niveau d'un chapitre. Parce que ce qui est important, c'est que typiquement, le DevOps ou même le front-end, il ne faut pas qu'ils s'amusent à tous faire des choses qui sont radicalement différentes. Il faut quand même qu'il y ait un certain niveau d'homogénéité dans les process ou dans la méthodologie ou dans la façon de faire. Donc pour ça, en fait, on les met en lien entre eux d'un point de vue horizontal. Donc de point de vue vertical, c'est chaque équipe, chaque squad, chaque localisation. Mais d'un point de vue horizontal, d'un point de vue métier, ils sont tous en contact. Et il y a toujours un lead. Il y a un lead DevOps qui est en contact avec tous les DevOps, il y a un lead front-end qui est en contact avec tous les front-end, etc. Donc ils ont un niveau d'autonomie important, mais ils ont quand même certaines contraintes pour être sûr que, on fait tous partie de la même boîte et à la fin on doit tout coller et il faut que ça fonctionne. Et les architectes, au final, parce que dans nos équipes on a un architecte à chaque fois, les architectes étaient probablement les gens les plus importants parce que le fait de coller cette glue, donc c'est que des API, c'est que des microservices, il faut se mettre d'accord sur comment ça fonctionne. Et ça, c'était probablement le plus compliqué parce que tout le monde veut faire des API différentes, tout le monde veut utiliser des technos différentes pour faire les API, pour les tester, etc. Et les architectes étaient vraiment cette glue pour nous entre chaque pièce du puzzle et qui était essentiel, mais ils ont lutté. Enfin, je pense que personne n'est sorti indemne de ce projet. La plupart de mes anciennes équipes sont parties là, hein, donc c'est pour dire. Ouais, je suis parti, tu vois, fin 2016. Mais oui, enfin moi je passais ma vie dans l'avion en fait entre les US et la France. On a fait en sorte que ces équipes ne se voyaient pas, mais en fait tous les quarters, on les réunissait toutes aux États-Unis. Donc ça nous coûtait pas mal d'argent. À chaque fois, ça nous coûtait 30 ou 40 000 $ juste de faire un meeting. Mais c'était vachement important. En fait, il faut qu'elles se voient. On se rend compte que la différence culturelle, la différence de langue et la distance fait qu'en fait les gens se faillent pour des conneries. Et je pense qu'on a perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à cause de ça, de ne pas se comprendre et de ne pas comprendre l'autre. Et le fait de se voir, ça permet d'apaiser un peu les tensions. Mais clairement, il y a eu un certain nombre de tensions dans toutes les équipes. Mais somme toute, vu la taille du projet, la taille du projet, on n'avait pas le choix. Je pense qu'on aurait pu sortir la même chose, avec 2 fois moins d'argent, 2 fois moins d'équipes, mais en me laissant la liberté de où sont mes équipes. Ça, c'est clair et net. Mais dépenser 7 millions de $ pour refaire un projet from scratch et sortir la V1 du futur d'une boîte de cette taille-là, c'est pas très cher en fait pour le groupe. C'est pas si cher que ça. À notre échelle, quand on vient du monde des startups et tout, on se dit putain mais c'est genre on ouvre les fenêtres, on balance du fric quoi. Et c'est somme toute un peu vrai. Et c'est beaucoup de perte d'énergie, mais le résultat, la valeur du résultat pour un groupe de cette taille-là, ça les vaut. Ça les vaut fondamentalement. Et voilà, un projet de ce type-là, ce qui est intéressant, c'est de se projeter dans le long terme et se projeter aussi dans le court terme. C'est-à-dire il faut sortir quelque chose et effectivement il y a des choses qu'on va devoir rebuilder demain et c'est pas grave. Faire en sorte que tout ça puisse fonctionner dans un environnement qui sera différent demain pour pas justement faire l'erreur qu'ils avaient fait dans le passé. Être toujours dans un côté agile et typiquement la spécification de qu'est-ce qu'est la V1 et en fait qu'est-ce qu'est c'est un MVP la V1. En fait cette spec a bougé jusqu'au dernier moment. Et parce que c'est normal, parce qu'en parallèle on a des équipes produits qui bossent et des équipes sales qui bossent et qui changent les specs du produit. Parce que vu qu'en fait en parallèle on fait tout, c'est pas en parallèle pendant 18 mois, on sait exactement quel produit on va développer, on le développe. C'est qu'il y a plein de choses qui bougent en parallèle et ce qui aussi génère du conflit entre des équipes produits et des équipes tech.
Mais au final, le plus gros conflit, c'est la culture, ni plus ni moins. C'est juste ne pas se comprendre les uns avec les autres. On pense qu'un Américain, typiquement, il est comme nous, enfin, c'est juste la langue, en fait. Et c'est bon, on parle bien anglais, donc il n'y a pas de problème. Rien du tout. Il n'y a aucun rapport, en fait. Fondamentalement, on ne se comprend pas. Et on a eu un choc de culture très important, qui est des gens qui viennent d'une start-up, d'un monde start-up et d'une vision, d'un mindset start-up, avec des gens, en fait, qui viennent plutôt d'un grand groupe. Et ça, quand on les mélange ensemble, le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas. Il y en a qui veulent tout péter, qui veulent aller très vite, etc. Et il y en a d'autres qui sont ceinture, bretelles et casque lourd à chaque fois. Et en fait, les mecs, ils comprennent pas, mais pourquoi ça avance pas? Et les autres, mais putain, mais ils nous font chier les autres avec leur nouveau truc tous les 4 matins. Et effectivement, à un moment, il faut trouver un terrain d'entente. Et ça, c'est globalement très dur. Mais ouais. Et donc là, la tech, fondamentalement, la tech et les process ont été adaptés aux contraintes du projet. Et ont été adaptés aux contraintes des équipes, des localisations, des time zones, des horaires, etc. Pourquoi? Vous êtes parti? Pourquoi je suis parti? Parce que moi, si tu veux, ça faisait quasiment 10 ans que j'avais lancé le truc. J'avais juste envie de faire autre chose, fondamentalement. Je suis parti 1 an en vacances, donc c'était très bien. Je ne regrette absolument pas. Et moi, ce qui m'éclate dans la partie startup et tout, c'est de créer un produit. Aller gérer jusqu'à 150 mecs, honnêtement, c'était une super expérience de faire ce projet, c'était génial. Mais je fais pas ça toute ma vie, c'est hors de question. Parce que ça m'éclate pas trop au bout d'un moment. Surtout, c'est devenu beaucoup de la politique. Moi j'étais une sorte de proxy entre toutes mes équipes et toute la politique au-dessus. Et à un moment, quand tu passes ta journée à faire des meetings aux US et faire de la politique, moi, ce que j'aime, c'est créer un produit. Ce qui était génial dans ce projet, c'est qu'on a dû créer un truc assez dingue. Je suis pas sûr d'avoir l'occasion de recréer un truc de ce type-là demain. Je suis pas sûr d'avoir envie d'ailleurs. Mais somme toute, ouais, à la fin, c'est. Enfin, moi, je créais plus rien. Je fais juste en sorte de gérer la politique et de faire en sorte que ça pète pas et que tout le monde arrive à peu près à aller là où il faut aller. Et c'est un jeu d'équilibre. En fait, moi, j'étais toujours basé en France parce que j'avais mes équipes qui étaient restées en France. Enfin, j'avais une partie de mes équipes, mais je passais mon temps entre les deux. Et effectivement, à un moment, ils m'ont fait un visa, etc., pour que j'aille directement sur les équipes aux US. Et à ce moment-là, je me suis posé la question justement à titre personnel, après toute cette aventure, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que je voulais faire autre chose et qu'il était temps de faire autre chose surtout. Parce que le monde dans lequel on évoluait, enfin le produit, etc., était le même produit que nous, on avait commencé à créer il y a 10 ans avant. Et moi, j'apprenais plus rien, en fait. Et l'entrepreneuriat, en fait, c'est juste, à mon sens, un truc vraiment cool quand tu entreprends, c'est que tu prends un sujet, tu connais que dalle, et en fait, tu apprends tout. Et tu deviens un expert de ton sujet, alors qu'à la base, tu n'es pas du tout expert. Et en fait, le problème, c'est quand tu fais ça pendant 10 ans sur un même sujet, tu es de facto un expert de ton sujet, et en fait, tu n'apprends plus rien. Et ouais, c'est potentiellement confortable, mais pour demain, le confort, pas pour aujourd'hui. Quelques takeaways rapides, il y en a plein, mais pour moi, le ninja full stack développeur que toute startup ou toute petite boîte cherche, ça scale pas. Et genre, si ça existe, de toute façon, ça ne scale pas. Et ça, faut le savoir. Et je vois beaucoup, pour conseiller pas mal de startups, je vois beaucoup, c'est justement ces boîtes qui ont 2-3 devs et qui commencent à vouloir recruter beaucoup plus parce qu'elles ont levé beaucoup d'argent et qui cherchent toujours le même type de profil et elles ne le trouvent pas en fait. Et ça ne marche plus. Et il faut juste changer de mindset à ce moment-là et être plus dans un mindset de spécialiste. Et en fait, là, on trouve les bonnes personnes et surtout, ça scale et c'est efficace. Ça évite d'avoir des gens qui se marchent dessus toute la journée. Et les process, c'est top. Les process, c'est un truc vraiment bien. Mais il faut juste comprendre pourquoi on les met en place, il faut juste faire comprendre aux autres pourquoi on les met en place. Du process pour du process, c'est de la connerie, on est bien d'accord, mais du process pour justement mettre de l'huile dans le rouage, faire en sorte que tout le monde se comprenne mieux, qu'on ne développe pas des trucs qui servent à rien parce qu'en fait on s'est pas compris pourquoi, que les choses sortent en temps et en heure ne veut pas dire mettre la pression sur les gens, mais c'est justement leur demander, vous êtes des gens seniors, vous êtes des gens passionnés par ce que vous faites, dites-moi qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et puis on s'engage après, forcément, à un moment, il y a toujours une notion d'engagement dans la vie. Quand on grossit, quand on grandit, de toute façon, ça veut dire qu'il faut changer. Et il faut toujours changer. Et les process, nous, on n'a pas arrêté de les changer, on les a changés tout au long de la vie de la boîte. Et ça, c'est normal. Mais donc, il faut savoir que grossir, c'est changer. Donc, il faut avoir des personnes, il faut essayer de recruter des personnes qui ont ce mindset-là aussi. Et pas des gens qui se complaisent trop dans leur confort. Parce que de toute façon, vous allez les bousculer. Et des fois, ça, c'est un peu compliqué.
faut sortir. Beaucoup de personnes ne sortent pas assez et restent la tête dans le clavier. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. C'est pas en restant 12 heures par jour la tête dans son clavier en fait qu'on est productif. Ça, c'est faux. Et c'est en allant voir dans d'autres boîtes, chez des confrères. Et moi, j'essaie de les encourager justement de leur organiser des déjeuners avec d'autres boîtes que je connais bien, avec d'autres CTO, etc. Pour juste qu'ils comprennent dans un autre environnement comment eux ils travaillent, c'est quoi leur process, c'est quoi leurs outils. Et ça a énormément de valeur parce qu'ils reviennent un peu boostés avec de nouvelles idées et ça évite d'être toujours dans son truc tout seul. Et ça alors pour les CTO, c'est l'erreur numéro 1 en général que la plupart des CTO font au début, c'est ils sont tellement dans leur truc, il y a tellement de choses à faire, ils se disent j'ai pas le temps. C'est un peu cette image du mec qui porte un chariot de 400 kg, un mec à côté qui lui propose tiens j'ai une roue pour t'aider, le mec fait non désolé j'ai pas le temps. C'est une image très connue et elle est très vraie pour le coup. Au bout d'un moment, on code beaucoup moins et les équipes codent beaucoup moins. Ça, c'est mécanique parce que ça grossit et du coup, il y a besoin de parler, plus avec des équipes produits en interne et tout. Mais normalement, on est plus pro et ce qu'on fait et ce qu'on délivre, c'est globalement la substantifique moelle et on n'est plus à coder et à délivrer des trucs qui n'ont pas vraiment un intérêt de ouf parce qu'on a pris plus de temps à se poser la question de qu'est-ce qu'il fallait qu'on délivre. Donc c'est normal de moins coder au bout d'un moment. Et qu'il faut faire attention à ne pas faire en sorte que les devs au final ne codent plus que de jours par semaine, c'est pas ça le but, mais il y a un moment de toute façon, forcément le niveau, je pense que si 70% du temps ils peuvent coder, c'est pas mal. Au-delà de ça, mécaniquement, passer plus de 70% de temps à coder, c'est compliqué parce qu'en fait, entre tous les meetings, entre les sprint planning, les rétrospectives, les discussions roadmap, les discussions en interne, des méthodologies de comment faire un peu de veille, etc. Pas simple de faire beaucoup plus et il faut juste l'accepter. Et clairement, le dernier truc, tout n'est pas toujours à propos de shipper fast. Shipper rapidement du code, c'est super au début, mais il faut vite changer de mindset. Parce que, encore une fois, ça ne scale pas et vous allez shipper de la merde. Et ce n'est pas l'objectif de la boîte. Mais ça, c'est un point où, pour le coup, c'est le job du CTO. Mais il faut expliquer aux autres équipes ce changement à un moment ou à un autre, qu'effectivement, maintenant, on ship moins de choses, on les ship plus lentement. Mais pour quelles raisons et c'est un changement de paradigme à avoir. On ne peut pas être toujours dans le côté high quiche le plus vite possible, je te sors quelque chose et ouais, t'as un client qui l'a demandé, ok, demain soir c'est déployé en prod. Non, ça c'est juste plus possible maintenant. Et il faut totalement arrêter cette façon de faire. Donc il ne faut pas trop mal éduquer les personnes au début, en tout cas il faut bien les rééduquer après. Voilà, quelques takeaways rapides de cette expérience. Vous avez des questions? Ouais, vas-y. Alors, la différence culturelle, ouais, alors, tu as des différences culturelles, comme je te disais, tu as des gens qui viennent d'un monde startup et des gens qui viennent d'un monde grand groupe, donc les différences culturelles sont vraiment pas les mêmes. Tu en as en fait qui ont peur de toucher, de casser, de dire ce qu'ils pensent ou d'essayer des nouveaux trucs, et tu en as d'autres où c'est totalement l'inverse. Donc, à un moment, ça, c'est une grosse différence culturelle. Après, une différence culturelle géographique entre des Américains et des Français, typiquement. L'Américain, en fait, il ne dira jamais c'est de la merde. Le Français te dit c'est de la merde direct. Donc déjà, il y a un choc de culture, donc tu fais des calls. Moi, je les ai choqués plusieurs fois, parce qu'en fait, fondamentalement, des fois, tu es sur des meetings, puis au bout d'un moment, tu dis, bon, les gars, maintenant, il faut se décider, quoi. Et donc, tu as des gens qui font des propositions. Tu vois, l'Américain, pour te dire que c'est de la merde, il va dire, ouais, c'est pas mal, mais éventuellement, qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Le Français va dire, non, mais ça, c'est pourri. C'est quoi? Et là, tu as une sorte, tu te braques. Enfin, les gens se braquent. Un Américain, tu lui dis ça, franchement, il est escalaté la première fois. D'ailleurs, il ne réagit pas. Il est bloqué. Le Français, il ne comprend pas en fait que le mec qui lui dit ouais, c'est bien, mais on pourrait faire comme ça. Bah non, en fait, mon idée, elle est quand même bien, donc je vais continuer sur mon idée. Et en fait, je t'écoute pas avec ton idée. Et ça, c'est très vrai. C'est assez dingue. La notion aussi de meeting, l'Américain veut toujours faire des meetings. Ils sont capables de faire des meetings de 30 minutes avec 12 personnes. Ce qui est absolument insupportable parce que je trouve qu'on ne retire pas grand-chose, souvent. C'est très juridique aussi comme mentalité. Donc à chaque fois que tu fais quelque chose, on se pose la question « Ah là là, ouais mais attends, il va falloir qu'on demande aux juridiques, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'on a le droit de faire ça, est-ce qu'on peut, etc. » Ça c'est aussi très compliqué. Et tu as des gens qui ne sont pas
moi, je trouve, et c'est pour ça que les ingénieurs français sont beaucoup aimés dans la Silicon Valley, c'est parce qu'en fait, on a un esprit critique qui est très fort, et en fait, on a un esprit pragmatique et on est créatif. Eux sont beaucoup moins créatifs, mais sont par contre plus des machines. Donc, typiquement, ils sont super bons à expliquer quelque chose, ils sont très très bons à le documenter, à te convaincre du coup avec tout ça, à faire de l'enrobage, ils savent très bien présenter. Un Français ne sait pas du tout présenter son truc. Donc le problème, et moi je l'ai vécu typiquement avec nos architectes, j'avais un architecte en France qui était très bon, mais le problème c'est qu'en plus c'est pas sa langue, parce que notre langue basique c'était l'anglais forcément dans tout ça, c'est pas sa langue, mais même naturellement, on n'est pas très bon à présenter les choses, à les enrober, à les expliquer, exactement, à se vendre. On n'est pas très bon à ça, alors que le mec en face a des idées qui sont potentiellement moins bonnes, techniquement parlant, mais il est tellement bon à se vendre qu'en fait, de facto, c'est putain, mais c'est super son idée. Et ça, effectivement, tu le ressens, les gens le ressentent, en fait, le vivent comme un peu, parce qu'ils n'arrivent même pas à comprendre, tu vois, les équipes ici, elles n'arrivaient pas à comprendre, mais pourquoi du coup on m'écoute pas? Pourquoi mon idée, enfin tu vois, pourquoi mon truc, mais techniquement je suis meilleur que le mec, et fondamentalement, oui, c'est vrai dans un certain nombre de cas, mais ça passe jamais. Parce que justement, il y a ce problème-là. Et pour un Américain, bah, toi, en tant que petit Français vivant en France, c'est comme, c'est comme toi, Français, quand tu discutes avec un Indien de techno, quoi. Si tu veux, c'est ridicule, mais c'est exactement le même rapport. Non, mais moi, je suis Américain. Moi, Grand Manitou, c'est tout. Moi, maître du monde. Voilà. Ouais, bah c'est vrai, mais c'est très. Honnêtement, c'est dur, surtout dans un grand groupe. Je pense que tu n'as pas du tout le mindset dans une plus petite start-up, mais dans un grand groupe comme ça qui est très puissant et qui est très en plus côte-est, qui est quand même assez. Tu vois, le nord-est, c'est très WASP, etc. C'est un truc qui est très fort. En plus, la plupart, effectivement, tu as des mecs qui sont sortis d'Harvard, etc. Ils ont des belles universités, fondamentalement, ils ont des super skills, des super compétences à la base, mais ils ont du mal à écouter l'autre. Mais comme le français a du mal à écouter l'américain, mais pour des raisons différentes. Et ouais, beaucoup de conflits de ce point de vue-là. Et après, on avait des équipes en Inde aussi, c'est intéressant. Alors ça, les équipes en Inde, le problème, donc c'est des mecs géniaux, super gentils, etc. Mais c'est très très difficile de savoir si ils ont compris et ils sont d'accord, parce qu'en fait, ils disent jamais non. Et en fait, il faut tourner autour du truc le plus possible pour essayer vraiment de comprendre s'ils ont vraiment compris, s'ils sont vraiment d'accord ou pas. Parce que sinon, ils sont capables de te dire oui, et une semaine après, tu reviens, mais pourquoi vous avancez pas? Et en fait, le mec ne va pas te dire qu'il n'y arrive pas, qu'il ne comprend pas ou qu'il n'est pas d'accord. Parce qu'en fait, il y a une notion, vu que c'est une culture très top-down, où la fierté est très importante. En fait, de dire que tu ne sais pas, de dire non, etc., c'est assez compliqué pour eux. Ça ne se fait pas. Donc, c'est à toi d'aller travailler pour vraiment comprendre. Et ça, il faut le comprendre au début. Après, sinon, les mecs, nous, c'était pas des contracteurs, hein, nos équipes en Inde, c'était des bureaux, on avait des bureaux là-bas, etc. Moi, j'étais allé voir une fois. Sinon, c'est des mecs qui sont capables de livrer des super trucs. Il ne faut surtout pas faire de jugement de valeur là-dessus, parce que c'est ridicule. Ils ont des super universités aujourd'hui, mais c'est plutôt culturel, encore une fois. Puis après, c'est les problématiques de time zone, etc., qui sont aussi difficiles à gérer. Ça, c'est normal. Voilà. Et les horaires. Là, typiquement, une différence avec les US, je pense que d'un point de vue productif, de qu'est-ce que tu es capable de délivrer en une heure, je pense que globalement, un Français est plus productif. Par contre, il travaille moins longtemps. Un Américain, il fait des grands horaires, il est capable de t'envoyer des mails à 22 heures et il s'attend presque à ce que tu fasses la même chose en face. Sauf qu'en fait, ils ont du mal à comprendre que nous, on a un équilibre de vie et que, il y a le travail et puis il y a la vie perso, quoi. Et je pense qu'eux, ils ont perdu cette notion dans les années 70-80 et qui est assez violente. Moi, j'étais dans une grosse boîte, Fortune 1000, qui s'appelle Trade. Ouais. J'étais en gestion de projet, alors je faisais ça. J'étais en gestion ingénieur. Il y a 30 personnes en Inde, côte Est, Chicago et West Coast de Menlo Park, où j'étais basé. Et ouais, on travaillait jusqu'à 11 heures, 10 heures. C'est ça. Mais c'était pas certainement très productif. C'est juste le fait, c'est presque easy. Et exactement, je réponds à mes mails et en fait, par exemple, je me souviens, genre très tôt le matin, ils sont tous au bureau à 8 heures.
Et ils commencent déjà à répondre à leurs mails, et après ils rentrent chez eux vers 17-18 heures pour aller récupérer les gamins, etc. Mais après ils se reconnectent à 20h, 21h, et renvoient des mails, etc. Et en fait, tu as des mails tout le temps. Et tu as ce côté, je ne sais pas si tu l'avais, mais moi j'ai ressenti, alors je ne sais pas si c'était à cause de la taille du groupe et de la seniorité des personnes, mais genre des emails où tu as 20 personnes dans la boucle de l'email. Genre tu fais non mais il faut arrêter quoi. C'est ça, et à un moment, c'est qui décide là? C'est ça. Non mais j'ai prévenu tout le monde, c'est ça. J'ai prévenu tout le monde parce que je veux pas décider, parce que j'ai peur de décider, donc en fait je mets tout le monde dans la boucle. Non, juste, décide quoi. Dis-moi qui décide sinon, c'est ridicule. Et du coup tu as des boucles de mail en effet assez ouf quoi. C'est aussi quand même top-down qui veut dire qu'il faut drive alignment, qui veut dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord sur tout. Et ça devient un bordel, c'est très compliqué pour cause de tout ça parce que les décisions prennent beaucoup de temps. Ouais, parce que tu as rarement, enfin en tout cas nous on l'a vécu comme ça et je ne sais pas si c'est à ce point-là de partout, mais tu as rarement quelqu'un qui tape du poing sur la table qui fait putain maintenant c'est décidé et on avance et c'est comme ça. Et c'est un peu en fait on fait le maximum de meetings possible et jusqu'à ce que plus personne n'ait rien à dire, ah c'est bon, ça veut dire qu'on est d'accord. Genre une fois que toutes les voix se sont éteintes, c'est ok, c'est bon, on est d'accord. Mais il y a, à un moment, tu te dis pas, bon, là il y a un meeting 1 heure, à la fin, on a décidé, et si vous n'êtes pas capable de décider, c'est moi qui décide pour vous. Et ça, ils le font pas. Parce qu'ils sont pas dans cette violence, entre guillemets, de décision, mais il y a des côtés positifs et des côtés quand même super négatifs. Quand tu as besoin que ça aille vite, c'est un peu compliqué. Et les dollars. Parce qu'ils ont l'argent, fondamentalement, aujourd'hui. C'est des heures. Et les... 16 heures, on s'en fout. C'est vrai. Ils décident pas la prise, c'est juste. Ça prend 8 fois plus de temps. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est intéressant d'avoir ton feedback là-dessus. D'autres questions, non? All good? Comment tu fais pour créer ce compromis entre toutes ces cultures, ces time zones, ces mentalités? Bah, tu les réunis. C'est pour ça on essayait vraiment. Physiquement? Ouais, physiquement, tous les quarters. Tous les quarters, on réunissait tout le monde. C'est pour ça, ça nous coûtait une fortune. Mais c'était budgété à la base. Je savais que si on ne faisait pas ça, ça ne marchera jamais. On les réunit, on en profite, donc on les réunit une semaine. On en profite pour faire donc, des sessions de travail entre tout le monde et les mélanger. Et aussi des sessions de fun pour qu'ils puissent se connaître en dehors du boulot. Et vu que tu es une semaine loin de toute façon de chez toi, etc. Donc en fait, mécaniquement, tu as du temps, tu es dispo et tu es open. Et très clairement, à chaque fois qu'on a fait ça, tu te rends compte que ça détend tout le monde, mais énormément. Et ça, c'est un vrai budget. Et typiquement, là, dans ma nouvelle boîte, on est en train de monter quelque chose de très remote comme concept de boîte, à la Buffer, à la Zapier, etc. Et si tu lis beaucoup de choses sur ce sujet, c'est tout sauf une histoire de coût. Parce qu'en fait, ce que tu ne dépenseras pas dans des bureaux, entre guillemets, il faut largement autant le dépenser dans des retreats, des week-ends, des semaines, etc. pour que les gens se réunissent, se voient, se parlent. Parce que tous les outils de communication qu'on peut avoir, Slack, email ou quoi que ce soit, d'ailleurs le Slack c'est un vrai problème. Au bout d'un moment, quand il y a tellement de monde, c'est un enfer Slack. C'est tout le monde toute la journée ping dans tous les sens et tu peux pas bosser. Et c'est ça, c'est impossible de bosser. Mais dans tous les cas, ouais, c'est une relation qui est déconnectée. Tu as juste besoin de te voir, tu as juste besoin de faire des choses ensemble. Et ça, pour le coup, à part se réunir physiquement, je crois qu'on n'a jamais trouvé rien de mieux. Alors après, c'est vrai que tu vois, par exemple, dans les salles de meeting, on a changé tous nos systèmes de vidéoprésence. Parce que justement, pour avoir quelque chose de clean, quand tu fais des meetings avec des mecs à l'autre bout du monde, tu veux pas que ça lag, c'est rien de plus insupportable, et tu veux pouvoir voir les gens, tu veux que ça marche bien, tu fais des meetings à 5, tu veux avoir des vidéos où tu peux voir tout le monde, où ça parle, etc. Donc c'est aussi des super investissements à faire, fondamentalement. Mais tout ça, c'est des trucs, si tu les négliges, je pense que c'est juste pas possible, ça ne peut pas marcher, quoi. Et c'est pour ça que ça coûte très très cher en fait de faire ce type de boîte ou ce type de projet. Et ce qui coûte cher, ouais, c'est pas. Tu peux te dire, ouais, bah, du coup c'est moins cher parce que j'ai des gens à droite, à gauche, etc. Et ils sont peut-être moins payés en France, moins payés en Inde qu'aux US ou quoi que ce soit. Mais en fait, tu dépenses énormément d'argent derrière pour en fait juste les rassembler, quoi. Mais somme toute, c'est super dur. Hein. C'est Ouais, en fait, il faut pas le voir comme une opportunité de le faire. C'est juste, si c'est ça qui fait sens pour toi, il faut le faire, mais il faut juste savoir que ça te coûtera peut-être plus cher même à la fin. Et probablement l'intérêt d'avoir une boîte très
très remote ou très délocalisé ou multilocalisé, suivant le cas. C'est juste l'intérêt, c'est d'aller taper sur des ressources qui sont uniques et qui ne sont pas présentes qu'à un endroit. Par exemple, on essayait de recruter, on avait rouvert des bureaux à Boston en plus, on essayait de recruter, et en fait c'est ultra concurrentiel de recruter à Boston par exemple. Il y a toutes les grandes universités, il y a pas mal de startups, il y a pas mal d'argent, c'est très concurrentiel. Donc par exemple c'était beaucoup plus facile de recruter. Moi je pouvais recruter à Paris très facilement. Parce qu'on était connus, on a une aura, etc. Mais à un moment, tu vois, là j'étais contraint, on me dit ah non, mais tes nouveaux recrutements, il faut qu'ils soient aux US, etc. Des contraintes ridicules de politique interne, mais qui fait qu'au final, on a galéré comme des malades pour recruter des mecs mauvais à Boston, alors qu'en fait, on aurait pu les recruter en France, et ça coûte moins cher, mais en fait, ça aurait coûté probablement le même prix à la fin à la boîte si tu additionnes tout, mais c'est juste parce qu'en fait, on était capable de taper dans un talent pool qu'eux, ils n'ont pas, ou qui est trop contraint. Et c'est ça l'intérêt de faire des boîtes soit totalement délocalisées ou remote, ou d'avoir plusieurs bureaux. Et si tu le comprends pas, c'est dommage, et politiquement parlant, dans la boîte, je pense qu'ils ne le comprenaient pas. On avait plein de bureaux, et tous nos bureaux qu'on avait dans le monde étaient en fait liés à des acquisitions dans les 10 dernières années. Et en fait, ils le vivaient plus comme quelque chose qu'ils subissaient que comme une opportunité. Et là, c'est un problème d'état d'esprit. Chloé, je te rends la parole. De rien. Régulièrement ce genre d'événement. On va essayer d'en faire un par mois avec différents CTO. Donc voilà. Merci. Et demain, on organise un autre événement sur le quotidien de freelance. Sur la première question, c'est pour commencer. On a une freelance qui veut faire de l'entreprise. C'était super chouette, Paul. Bah de rien, enchanté. Oui, je voulais bien prendre un peu de temps sur LinkedIn. Ouais, vas-y, avec plaisir. T'as mon nom du coup sur la presse? Non. Vous organisez tout sur le drive. Mais